À l'approche de Noël, les préparations en cuisine commencent. C'est le moment de l'année que beaucoup attendent. Et ici, dans les Alpes-Maritimes, la gastronomie a ses artisans pour confectionner les plats traditionnels. De l'entrée jusqu'au dessert, nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre de ceux qui régalent vos papilles lors de ces fêtes de fin d'année. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around. Bonjour Brice, merci de nous accueillir dans votre restaurant, les Perles de Monte-Carlo, spécialité fruits de mer ici. Tout à fait, bonjour, Alors, enchanté. du coup, pour ce plat de Noël, on commence évidemment par quelque chose de typique, les huîtres. Vous, c'est votre spécialité. On va parler un petit peu affinage. C'est par là-bas, il me semble. Allez, je vous suis. Donc, les huîtres sont toutes dans des bassins dans votre restaurant, c'est ça? Et c'est ici que se passe l'affinage. Tout à fait, exactement. Donc l'affinage se passe dans ce bassin ici. On pompe l'eau à 12 mètres de profondeur. On a un process de température, de salinité, de nourrissage qui maintient les huîtres comme ça pendant pratiquement 3 semaines, un mois. Et on appelle ça un affinage, c'est-à-dire qu'on donne vraiment un goût particulier à l'huître en fonction de la qualité du plancton qui se trouve à l'extérieur. Et alors, il y a une technique particulière. Vous dites, vous prenez l'eau à 12 mètres, mais c'est bien de l'eau de mer en fait qui ensuite est filtrée. C'est ça, c'est de l'eau de mer filtrée, exactement. C'est de l'eau de mer filtrée qui est pompée dans une eau de qualité incroyable, puisqu'on a des remontées d'eau profonde juste devant Monaco, qui nous donnent une qualité d'eau vraiment magnifique. Et alors, forcément, ici, on sait que c'est pas la région pour les huîtres, etc. D'où elles viennent vos huîtres? Alors, les huîtres viennent de Normandie, mais on a trouvé des huîtres sauvages au tout début de notre projet ici. On s'est calqué la profondeur de pompage, c'est calqué sur l'endroit où on a trouvé des huîtres sauvages ici, qui existaient à l'état naturel. Et donc, vous avez de la livraison assez souvent pour pouvoir proposer des huîtres tout au long de l'année. C'est ça, et ensuite on a des livraisons régulières et on maintient à peu près 1 tonne en bassin en biomasse constante, de manière à pouvoir proposer des huîtres toute l'année, aussi bien à notre clientèle, mais on fait aussi tous les restaurants de Monaco, pratiquement. Alors, vous allez du coup nous expliquer un petit peu comment ça se passe dans ce bassin. Donc, on a donc plusieurs, je vais me mettre juste ici, on a plusieurs cagettes d'huîtres du coup. Ouais, c'est ça. Combien est-ce qu'il y en a à peu près dans un bassin Il y en a à peu près entre 500 kilos et 1 tonne. Et ensuite, on a plusieurs catégories d'huîtres. On a des numéros 2, numéro 3, numéro 4 et on a des huîtres spéciales. D'accord. Et donc du coup, combien de temps elles restent à peu près ici Il faut à peu près 3 semaines, un mois, à peu près, pour vraiment donner le goût particulier à notre site. D'accord. Et vous, quel goût elles ont justement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui est propre à votre restaurant? Alors, elles sont vraiment très bien équilibrées, je trouve, hein, vraiment. Moi, c'est l'équilibre gustatif. Elles sont bien iodées, mais elles ne sont pas trop salées non plus. Il y a un bon goût de noisette. Vraiment, il y a il y a tous les paramètres que nous, on aime particulièrement et que nos clients apprécient. Et si on peut rappeler un petit peu l'utilité de l'affinage pour les huîtres, parce que bien sûr la déguster quand elle sort de la mer c'est possible, mais c'est pas forcément l'idéal. Alors, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Ici, on parle presque de miroir, c'est-à-dire que c'est comme un terroir, mais de la mer. C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité du plancton, on arrive à obtenir des huîtres de qualité différente, puisque l'huître, elle a le goût de ce qu'elle mange. Donc, du coup, nous, quand on change de qualité d'alimentation et de méthode d'affinage, on donne un goût à l'huître. Et alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça procède dans ce bassin-là? Donc les huîtres sont au fond. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? L'eau, comment on traite en fait? Alors ici, on a des circuits on appelle ça des circuits semi-ouverts, c'est-à-dire qu'on fait une recirculation d'eau pour maintenir la température basse. Et ensuite, on fait un apport d'eau de mer pour les alimenter. Voilà, c'est vraiment le secret. Après, on a nos propres températures, notre propre salinité, notre propre alimentation, voilà, qui est vraiment propre à nos process. Et donc ces huîtres-là, elles restent dans le bassin pendant 3 semaines, un mois. Donc pour l'instant, celles qu'on voit ici, elles sont pas encore prêtes à être dégustées. C'est ça, une partie est prête et une partie n'est pas prête. And we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the Alors là, du coup, on a un plateau d'huîtres qu'on pourrait retrouver sur une table à Noël. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'on y retrouve? Bien sûr, on a plusieurs types d'huîtres, plusieurs tailles déjà. On a des huîtres numéro 4, un petit peu charnues, qui sont ici. On a des numéros 3, des numéros 2, c'est juste la taille. Le goût est vraiment le même, puisque c'est le même affinage. Et par contre, on a des spéciales aussi en numéro 2, qui sont, elles, bien plus charnues.
D'accord. Donc en fait, ça se joue vraiment sur la taille et ce que contient l'huître, en fait, Voilà, c'est ça? Exactement. Les goûts, c'est vraiment le même goût, mais quelle que soit la taille. Et après, il y a des gens qui préfèrent vraiment les numéro 4, qui sont vraiment comme des petits bonbons. Les 3 qui on vend le plus, et les 2 pour les amateurs, vraiment les amateurs de chair. Et après, on a les spéciales qui sont une gamme au-dessus en termes de quantité de chair. Et ça se joue pas à l'affinage, ça se joue vraiment en production, en fait. Oui, ça c'est en production. Après, nous, on change juste le goût. Est-ce que du coup, d'une huître à une autre, il y a des goûts différents aussi Alors oui, les spéciales sont un petit peu différentes des autres. Voilà. Quel est le goût en fait qu'est-ce qui la rend particulière, hormis le fait qu'elle soit plus charnue Les spéciales sont peut-être un peu plus iodées, un peu plus croquantes. D'accord. Et alors, donc ça, c'est un plateau qu'on pourrait retrouver sur une table à Noël. Vous accordez beaucoup d'importance surtout à la présentation. On voit beaucoup de citrons, on a des petites crevettes aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de particulier. Vinaigre échalote aussi. Les crevettes sont... Généralement, on accompagne pratiquement tous nos clients accompagnent avec nos crevettes qui sont excellentes, hein, avec de la mayonnaise. C'est une tuerie. Et alors, à Noël, vous faites de la vente à emporter. Donc, c'est-à-dire qu'on peut venir directement au restaurant pour venir chercher ces plateaux d'huîtres et les emporter. C'est ça, on a 2 activités à Noël, enfin, pendant pratiquement tout le mois de décembre. On fait beaucoup de plateaux à emporter. On fait aussi un petit peu de homard cuit, on fait aussi un petit peu de langouste. On travaille bien sûr les huîtres, on fait des plateaux avec 8 crevettes. Et si on a des oursins bien sûr. Et voilà, et puis on travaille très très bien les ventes à emporter. Et en plus, le restaurant il est très souvent plein, donc c'est pour ça que c'est quand même bien de réserver à l'avance, surtout avec des journées comme ça. Et puis, c'est un petit peu votre grosse période de l'année surtout. Est-ce que vous savez à peu près combien est-ce que vous vendez lorsque c'est Noël? Ça doit exploser forcément en vente d'huîtres. Oui, on doit vendre à peu près 1 tonne sur le mois de décembre. Ce qui est beaucoup plus peut-être qu'à l'année, en été ou dans d'autres périodes. Oui, alors on vend bien en été quand même parce qu'on a une très belle activité restauration. Noël, on vend bien sûr, on doit vendre 30%, je pense, 30-35% de plus en termes de quantité d'huîtres. Par contre, on a un petit peu moins de restauration parce que quand le temps est pas très beau, effectivement, on a un petit peu moins de clients qui viennent ici. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui à Noël marche très bien. Est-ce que vous voyez vous aussi que les huîtres, ça prend encore plus de galons, Noël après Noël? C'est quelque chose qui est dans les traditions depuis beaucoup d'années, mais ça y reste. Ah oui, vraiment, il y a des gens qu'on voit 1 fois par an, c'est pour les huîtres ici. Hein. Ah oui, et à chaque fois, vous les voyez chaque année Chaque année, ils reviennent, oui. Ils viennent, ils prennent ou en plateau ou les huîtres emportées aussi fermées, en bourriche. Donc on a les deux propositions. Et c'est important à Noël de servir des huîtres en entrée, c'est quand même un petit peu la classique. Ah ouais, un Noël sans huîtres, c'est un Noël triste, hein, je trouve, hein, quand même. Alors évidemment, pendant Noël, on retrouve une multitude de recettes sur les tables. Après avoir vu les huîtres qui font partie de l'entrée, je vous propose désormais de découvrir un plat que vous connaissez tous, même 2 plats que vous connaissez tous, ici dans la maison de Pellegrino. Suivez-moi. Jean-Michel, bonjour. Bonjour, bienvenue dans la maison Pellegrino, on est ravis de vous recevoir. Eh bien, merci de nous accueillir. Alors aujourd'hui, vous allez nous préparer donc des plats Deux plats vraiment de fête. typiques. Typiques pour nos fêtes. La volaille de Bresse de la maison Miral, nos chapons. Une maison extraordinaire qui fait des vraies volailles au grain de Bresse, vous voyez, ça c'est magnifique. C'est numéroté, ça arrive emmailloté. Également, nous allons faire un filet de bœuf en croûte, qui est une alternative pour nos clients qui préfèrent autre chose que de la volaille, qui est un peu un plat, qui est un filet de bœuf qui est rôti, farci au foie gras et aux champignons. D'accord. Bon, on vous suit derrière le comptoir et puis vous allez nous montrer Donc toute là, cette on a préparé un peu de feuilletage. Aujourd'hui, on a tout simplement mis une duxelle de champignons qui sont des champignons hachés, cuits avec un petit peu de crème, de l'ail et des échalotes. Une jolie tranche de foie gras. Et vous voyez, on va prendre le filet de bœuf comme ça. Très beau filet de bœuf comme ça. Du Limousin, nous travaillons avec la maison Formilla à Monaco. Gage de qualité. On emmaillote tout simplement notre filet de bœuf. Alors, mes adjoints sont plus précis que moi parce qu'ils ont souvent plus de finesse, mais non, ça va être très bien. Bon, ça va, franchement ça va. Voilà. Et joliment, on va tout simplement inciser parce qu'il ne faut pas qu'il reste de la vapeur si vous voulez dans le feuilletage étant toujours un peu compliqué. On va mettre tout simplement de la dorure. Vous voyez, bien doré le feuilletage.
comme ceci. Donc le filet de bœuf va se nourrir du foie gras qui va fondre un petit peu comme une pastille et épongé par les magnifiques champignons. Et c'est ça qui va donner le goût. C'est ça qui va donner le goût. Julien, on va prendre une plaque, s'il vous plaît. Hop, et ça part au four, 20 minutes. Voilà, c'est parti. Vers le haut, s'il te plaît. Voilà, on a réalisé ce matin un petit jus de viande corsé comme ça au vin rouge qu'on servira également avec le filet de bœuf. Aujourd'hui, on a reçu des très belles pommes de terre du Touquet, qui sont des petites rattes, ce sont des petites pommes de terre extraordinaires avec un goût de noisette qu'on va poêler. Et notre fameux gratin de ravioles de Romans qu'on vous présentera au moment de l'envoi, qui sont des ravioles artisanales faits par une dame passionnée avec du comté AOP à l'intérieur. C'est que du fromage. Alors ça se marie très 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 bien avec le filet de bœuf. Et là, du coup, deuxième plat aussi typique, même peut-être le plus typique de Noël. Nos chapons. Donc on l'a maintenant préparé, coupé, vidé. Et après, alors la farce, il existe autant de farces que de ménagères ou de clients ou de chefs. La tradition pour nous, c'est toujours d'aller sur une farce légère à base de veau, un petit peu de porc pour donner un petit peu de gras, truffe, pas truffe, le foie gras parce que c'est les fêtes. Et moi j'aime bien le côté un peu champignon dedans qui va donner un petit peu de moelleux au chapon. Donc on prend notre duxelle de champignons, donc toujours pareil, champignons hachés, crémés, ail. On va prendre la farce légère, donc à base de veau, de porc qui est nature, hein, là c'est nature, vous voyez, tout simplement. On va y mettre un petit peu de jaune d'œuf. Hop. On va prendre, Arel nous a préparé le foie gras, du foie gras haché, magnifique, comme ça. Et moi j'aime bien, pour la texture, nous allons mettre un petit peu de chapelure de pain, tout simplement. Voilà. Et ça change vraiment quelque chose dans la farce? Ça va donner un petit peu un côté croustillant. Donc vous voyez, là on mélange bien notre farce. Vous voyez, là ça va faire une farce un petit peu, donc il faut bien la mélanger, hein, évidemment. Hein. Voilà, si c'est un petit peu... On peut... Julien va nous passer une petite goutte de cognac très, très léger. Alors il y a des clients qui nous demandent sans alcool, on fait sans alcool. Moi je suis toujours pour une petite goutte quand même, sans exagérer, une petite goutte de cognac. Parce qu'on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est dangereux, donc à consommer avec modération. C'est vrai que l'avantage de l'alcool, les gens ne pensent pas quand on le met dans la cuisine, avec la cuisson, oui, l'alcool, on perd l'alcool. Voilà, donc là il n'y a pas de danger, mais ça donne une jolie odeur. Donc après nous allons prendre notre chapon tout simplement, nous allons prendre notre chapon hop, que nous avons vidé, nous allons tout simplement le farcir, le coudre, il va partir 1 heure, un peu moins, 45 minutes dans un bouillon léger, frissonnement. Puis tout simplement, quand il est passé au bouillon, dans un plat, moi je préfère tout simplement bien beurrer le chapon un tout petit peu, et c'est gras déjà, mais un tout petit peu de beurre dessus. Il part au four, selon le poids, 1 heure, 1 heure 30. D'accord, bon, on va vous retrouver directement après la cuisson pour pouvoir voir le rendu final de ces deux plats. Jean-Michel, on se retrouve donc autour de la table avec les produits finis. Donc, le plus dur est fait. On retrouve ce qu'on a fait tout à l'heure en cuisine, ici. Qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans nos assiettes? Pour vous, le filet de bœuf en croûte avec foie gras champignons, la petite sauce réduite, le gratin de ravioles, des ravioles de Romans, en Romans-sur-Isère, donc ravioles uniquement au fromage, au comté AOP. Pour ma part, on a découpé notre chapon avec la farce légère et les pommes rates du Touquet avec le petit jus qui est là. Hop, pour la volaille, superbe. Et on peut même mettre celui-là aussi sur... Ah oui, on peut, tout à fait. Ça, c'est pour le Ça, c'est pour les gourmands. Voilà, pour rajouter un petit peu. Et la farce, bien sûr, c'est celle qu'on a mis. Alors, farce légère, tout à l'heure, qu'on a fait exactement avec, pareil, champignons, foie gras, truffe ou pas truffe, farce de veau, farce de porc. Et des deux plats qui peuvent s'accompagner notamment de vin. De bovin. Moi, avec la volaille, personnellement, j'aime beaucoup les jolis blancs. Donc, on a choisi un meursault de la maison Bichot, parce que le meursault, quand même, c'est un peu, pour les fêtes, c'est le blanc un peu star. Et sur la volaille, je maintiens, moi, je préfère un blanc qu'un rouge. Par contre, sur le filet de bœuf avec la sauce corsée, on a pensé à un Châteauneuf du Pape,
voilà, qui est un très joli vin de fête et je pense qu'il accompagnera bien les plats. Bon, on le rappelle, toujours le vin avec modération, même pendant les fêtes. Même pendant les fêtes, mais parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Est-ce que le chapon et le filet de bœuf, c'est vraiment quelque chose que vous vendez pendant les périodes de fête? Alors, on vend beaucoup à la table, ici à la table de la Maison Pellegrino, mais énormément en traiteur, puisqu'aujourd'hui le chapon, c'est quand même déjà l'approvisionnement, il faut les beaux chapons, il y a beaucoup de préparation, comme on l'a pu le voir, il y a beaucoup de cuisson, parce que selon le poids, ça peut être assez long. Et aujourd'hui, les gens préfèrent, je pense, passer du temps en famille et nous faire confiance sur ces préparations-là. On prépare aussi beaucoup de poissons. On fait des très beaux homards. On travaille beaucoup la sole, le saumon, pour les gens qui préféraient autre chose que de la viande. Et en ces périodes de fête, combien de chapons à peu près vous vendez? Est-ce que vous savez un petit peu? En général, on fait toujours en traiteur une vingtaine de chapons, plus, je ne sais pas moi, une dizaine, une douzaine à la table. Et ils doivent partir quand même assez vite en période de fête. C'est réservé, les gens viennent, sont heureux de venir nous voir, sont très friands des conseils pour réchauffer, pour ne pas abîmer le produit, mais on les accompagne, y compris par téléphone, jusqu'à tard le soir. Et nous, c'est un plaisir que de réveillonner un peu avec les gens, finalement. Bon, mais on va goûter maintenant, du coup, ça a donné l'eau à la bouche. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing. Patrick, on est maintenant donc dans le labo de pâtisserie. Qu'est-ce qu'on va faire déjà comme première étape pour commencer cette bûche alors? Alors, on va prendre notre biscuit. Alors, on a préparé un biscuit roulade et on va prendre notre biscuit. Dessus, on va étaler une crème pralinée. Donc, ok. Voilà. Donc, le biscuit roulade a été fait préalablement. Donc, c'est un biscuit qui est assez souple, qui est fait à base de jaune d'œuf, de sucre, de farine et de blanc monté. Voilà. Okay. Donc, et ça, c'est donc la base de la bûche. Ouais, ça, c'est la base de la bûche. C'est ce qu'on va rouler. Exactement. On va mettre notre crème dessus et après, on va rouler donc, comme un biscuit roulade en fait. Alors. Notre feuille. Donc, on prend notre. Donc, ça, c'est une crème pralinée. Donc, en fait, on fait comme une crème anglaise. Et à l'intérieur, en fait, on met du praliné et après, on fait bien refroidir 24 heures et on monte comme une chantilly. Donc, c'est une crème qui est assez légère. Et c'est toujours fait en avance Alors, la crème, on l'a fait en avance parce qu'elle a besoin de 24 heures de repos pour bien qu'elle soit bien froide et montée comme une chantilly. Et ensuite, l'étape, c'est de l'étaler, du coup, sur... Exactement. Donc là, on la prend, on met notre crème sur notre biscuit et on l'étale donc bien partout, uniformément. Il faut qu'elle prenne tout le biscuit? Oui. Donc il faut vraiment qu'il y en ait bien partout. Alors, il faut en mettre suffisamment et pas trop. Parce que si on en met trop, quand on va rouler notre bûche, en fait, la crème, elle va sortir du biscuit, il va y en avoir partout. L'objectif, c'est que ce soit vraiment très fin, un peu comme le biscuit sur lequel on l'étale. C'est ça, exactement. C'est que ça dépasse pas trop. Et cette crème pralinée, c'est le goût qu'on va retrouver ensuite, du coup, quand on va déguster la bûche. Exactement. Alors, une fois qu'on a mis notre crème pralinée, pour accentuer un peu le goût, on a fait un praliné maison. Donc, ce sont des noisettes qui sont torréfiées, dans lesquelles on met du caramel et qu'après qu'on mixe. D'accord ? Donc, ensuite, à la poche, vous voyez, on parsème un petit peu. Il faut en mettre vraiment pas trop. Voilà, juste comme ça, vous voyez. Et ça, c'est pour ajouter un goût en plus. Ouais, ça c'est pour un peu donner du peps à la bûche. Vous avez votre crème pralinée et là vous avez donc un praliné maison et c'est pas très lisse donc ça peut emmener un peu de croquant. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer notre feuille de biscuit une quinzaine de minutes au frigo pour que la crème refige un petit peu. Alors voilà, là la bûche elle a passé, on a mis on va dire un bon petit quart d'heure, 20 minutes au frigo. Comme ça la crème elle est un petit peu figée. Donc maintenant, le but, donc on va, vous voyez, avec une feuille comme ça, on peut faire deux bûches.
Donc on va couper en deux. Maintenant on va rouler la bûche. Et ça, c'est un travail un peu délicat. Alors, c'est pas très délicat, il faut juste que, vous voyez, il faut juste que la crème ne soit pas trop prise et pas trop molle. Et une fois que vous avez démarré, comme ça, vous voyez, vous roulez délicatement comme ça. Et ça s'enroule facilement ou pas? Ou Ouais. faut quand même un Si petit votre peu... biscuit, en fait, ce qu'il faut, tout est dans la base du biscuit. Si votre biscuit est assez souple, vous voyez, ça se roule tout seul. Après, si vous avez un biscuit qui est trop cuit, qui est sec, ça va se casser, ça va faire comme de la biscotte. Donc là, il faut que votre biscuit ait une bonne cuisson. Et vous voyez, ça se roule vraiment. Et ça, on disait, c'est quelque chose qui peut être fait à la maison facilement. Exactement. Vous savez, avant, nos grands-mères nous faisaient un petit roulé à la confiture. C'est un peu la même base. Hein. C'est un biscuit. Voilà. Vous voyez, et notre bûche, elle prend forme. Là, les deux bûches viennent donc de sortir du congélateur, donc elles sont prêtes à être glacées. C'est la partie un petit peu la plus intéressante parce que c'est la version finale. Donc là, c'est ça. Là, on va attaquer donc la partie décoration de la bûche. Donc, avec un couteau, on plante dans notre bûche. Et le but, c'est de venir glacer. Donc, vous voyez, pas entièrement, mais un peu comme ceci. Et pourquoi pas entièrement, justement? Parce qu'après, on... Alors, en fait, pas entièrement, parce que le but, après, c'est de faire une partie glacée comme ça, et dessus, à la poche, faire une petite décoration pour ajouter encore de la crème. Comme ça, on aura un bon équilibre entre crème et biscuit. On va faire la deuxième. C'est un travail qui est quand même assez précis quand même de faire une bûche, on s'en rend pas forcément compte comme ça. Il y a un mais... petit peu des techniques. Et, vous voyez, là, si vous voulez, on peut encore y aller un peu plus. On peut tremper encore un peu plus. Après, rien ne nous empêche de la glacer entièrement. Hein. Nous, on fait juste comme ça, mais on peut très bien la glacer entièrement aussi. Voilà. Donc là, nos bûches, elles sont glacées. Et donc maintenant, on va finir la décoration avec la partie pochage de la crème. Just see those sleigh bells jingle and ring, tingle, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather. Combien est-ce que vous en faites à peu près par an à Noël? On suppose que c'est quelque chose qui est assez précieux dans votre travail. Alors pour la période de Noël, on est à peu près sur 450 bûches et à peu près 2000 bûchettes. Donc les bûchettes, c'est des portions individuelles. Donc voilà, on est à peu près sur 5 sortes de bûches, on est à peu près sur entre une centaine de bûches par sorte. Donc qui est Vincent qui est responsable de la production, donc c'est lui qui met tout en œuvre pour réaliser cette production. Et c'est vraiment une partie très importante de l'année pour vous, pour la boutique? Oui, pour nous Noël, c'est un gros chiffre d'affaires. C'est entre Noël et Pâques, c'est nos plus gros points forts de production. Et sur les différentes sortes de bûches que vous avez, laquelle ressort le plus au niveau des clients? Laquelle est peut-être la plus appréciée? Alors, la pralin est une des bûches les plus appréciées. Bon, après, la bûche numéro 1 reste la bûche au chocolat, la royale. Mais la pralin arrive en deuxième ou troisième position avec notre bûche phare aussi, la bûche Monte Carlo vanille fruits rouges. Parce que la bûche, ça rentre de plus en plus dans les codes de Noël. Est-ce que vous-même, vous vous en rendez compte ici dans votre pâtisserie que chaque année, vous avez peut-être de plus en plus de demandes? La bûche, ça reste vraiment tradition. À Noël, les gens consomment vraiment de la bûche. On a quelques entremets individuels, des entremets, mais les gens sont focalisés sur la bûche, et ce qui est normal. On arrive quand même à garder la tradition de Noël avec la bûche. Et là, vous êtes en pleine préparation déjà, parce qu'il faut s'y prendre bien sûr à l'avance. Ouais, tout à fait. Il faut toutes les préparer, parce que ensuite, le jour J, il faut que tout soit C'est prêt. ça, en fait, les bûches, ça va partir sur 2 jours, 24. Donc, on vous écoulait 500 bûches le 24-25, où il faut prendre un petit peu d'avance pour la préparation.